Tes envies, t'exposes tes ambitions. Le lionceau qui fait trop de bruit devient une proie pour le faucon. Donc silence sur tes ouvrages, silence sur tes voyages. Sans rien dire, fais tes bagages vers le succès et ses ombrages. Protège-toi de tes paroles, elles n'attirent que des problèmes. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue à Wagag Comedy Club. Ah, j'allais t'annoncer pour qu'on puisse t'applaudir pour venir. Allez, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ok. Par applaudissement, qui vient pour la première fois à Wagag Comedy Club? Ok, on voit ceux qui viennent pour la première fois parce qu'on a dit pas applaudissements, ils ont fait ça. Ok, en tout cas, merci d'être là dans ce format tout à fait un peu exceptionnel. Vous allez assister, on va dire, une émission publique où on va faire un petit débat, on va dialoguer autour des arts, autour du théâtre. Et pour mener le débat avec moi ce soir, donc on va dialoguer avec, je dirais, quelqu'un qui est devenu un fils à part entière du Burkina Faso, vu le nombre d'années qu'il a passé ici au Burkina Faso, vu ce qu'il a fait dans le secteur culturel et spécialement dans le théâtre. Ensemble, on va découvrir ça avec lui ce soir. Je vous demande, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir le metteur en scène, l'Italien Luca Fusi, s'il vous plaît. Ne parle pas de tes projets, avance dans le silence. Ne vois-tu pas tous les dangers? Tiens la langue loin de la confiance. Tu parles trop de tes envies, t'exposes tes ambitions. Le lionceau qui fait... Oh là là, comme il est beau avec ses beaux cheveux, comment il rentre avec ses sandales, ses trucs. Il y a une vraie dégaine d'un vrai metteur en scène. Je dis, qu'est-ce que je dis d'un vrai metteur en scène? D'un artiste, dans tout le sens du terme. Luca, comment ça va? Ça va, merci, très bien. Ça Heureux va. d'être ici, bonsoir à tout le monde. Heureux d'être à Ouagadougou? Oui. De retour à Ouagadougou, on peut dire? Ouagadougou me manque beaucoup, faut dire la vérité. Depuis que on est reparti, après 18 ans qu'on a passé ici, c'est incroyable, quand tu es ici, tu ne l'imaginerais pas, mais quand tu n'es pas ici, Ouagadougou te manque. Parce que il y a une positivité. L'autre jour, il faisait chaud. J'étais en voiture, les gros moyens de Gambidi, on m'avait donné une vieille Mercedes. Ouais. On s'arrête au feu rouge. Et puis, j'ai commencé à parler tranquillement avec le taximan qui était à côté. On a vraiment discuté pendant tout le temps qu'il passe au vert, de tout, de rien, de la politique, de tout. Ça me manque. Tu essaies de faire ça à Milan, on t'enferme. Je comprends. Alors, j'ai oublié de te dire de porter ce petit micro là pour permettre que les gens qui sont en live puissent nous écouter, bien nous écouter, et ouais, et aussi de porter le micro un peu plus proche. Voilà, pas si proche que ça, mais. Alors, Luca, par quoi on doit commencer quand on doit parler avec un homme de théâtre? C'est toujours difficile de savoir par quoi commencer, mais je dois peut-être commencer par expliquer pour ceux qui sont là dans la salle. Dans un premier temps, je vais dialoguer avec lui poser des questions, et juste après, il y aura une phase de si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole. Il y aura un moment d'échange entre vous et Luca. Je ne serai pas le seul à poser les questions. On voudrait que ce soit un vrai moment d'échange autour de son travail, autour de sa vie, autour de son amour pour cette ville, pour ce pays, le Burkina Faso. Alors, je voudrais commencer par cette petite question qui sera peut-être la question de porte d'entrée. Comment t'es arrivé au Burkina Faso? Alors, les cas de la vie sont bizarres. Donc, en effet, moi, j'étais en Italie, à Milan, je faisais mon théâtre. J'ai fait une école de théâtre. Après, j'étais comédien. Et après, metteur en scène. Je commençais à enseigner déjà assez jeune, je dois dire. Et donc, dans les années 2000, j'étais déjà dans ces trois choses. Et du coup, j'ai connu une magnifique femme africaine dont je suis tombé éperdument amoureux. Et elle faisait ses études aux États-Unis, et puis on s'est connus en Europe parce qu'elle faisait un voyage en Europe, et puis je suis allé la voir là-bas, etc. Après quelques années, après 2-3 ans, je suis devenu très curieux d'un continent que je connaissais pas. Et comme beaucoup d'Européens et d'Italiens, non seulement je le connaissais pas, mais j'avais des préjugés, des idées
et pas trop d'intérêt. Mais bon, pour une question purement personnelle, l'intérêt est monté. Et donc, j'ai commencé à voir parmi ceux qui font du théâtre à Milan, quelqu'un qui connaissait un endroit, parce que j'étais allé voir ses parents au Kenya, et franchement, j'étais resté ébahi par la nature, par les couleurs, mais pas trop par la manière de vivre. C'est-à-dire, je sais pas si quelqu'un avait voyagé au Kenya. Au Kenya, tu as des richards incroyables. Il y a des parties de la ville qui sont comme New York. Il y a des parties de la ville qui sont beaucoup pires que Kampala. Mais beaucoup. Les gens se cherchent, mais à fond. Et donc, du coup, tout devient violent. Tout devient dangereux. Et toi, socialement, politiquement, tu as toujours essayé de comprendre, surtout ceux qui ont plus de difficultés de vivre, tu te retrouves de l'autre côté, barricadé avec un mur barbelé, électrifié, et avec un gardien, donc, je n'avais pas trop aimé le Kenya. Mais je voulais connaître l'Afrique, donc je tombe sur... Ta femme était kenyane, non? Ses parents vivaient au Kenya. Ok. Ma femme est sierra-léonaise, mais son papa travaillait à l'ONU, donc elle était à Nairobi. Donc, et il y a Serena Sartori, qui est une grande femme du théâtre en Italie, qui avait créé un espace à Bobo Dioulasso, qui s'appelle Siraba, ça existe encore, avec Dani Kouyaté. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux connaître l'Afrique, comme tu enseignes déjà dans un théâtre que je respecte, va là-bas et fais un atelier. Donc, avec ma femme, on est venu, on est resté un peu à Ouaga, on a adoré. On est allé à Bobo, on a adoré encore plus. Et puis, je donnais mon cours. J'avais une quinzaine de jeunes. Et après qu'on a donné le cours, je dis, comme ils étaient très bien. Et puis, j'ai compris que le Burkina, c'était un pays théâtral. Il y avait du théâtre un peu partout. Il y avait le théâtre d'intervention sociale. Ici à Ouaga, il y avait déjà le CITO qui faisait, à ce temps-là, ça commençait un peu, mais il y avait des belles productions. J'étais intéressé et ma femme aussi a aimé le pays par vue de, bon, vous savez, quand vous vivez ici, vous savez pourquoi. La population, l'accueil, la chaleur. Et rien. Et j'ai proposé à ces jeunes, je dis, écoutez, si vous voulez, moi, je travaille à Milan en tant que comédien. Quand j'ai un peu d'argent, je viens et je continue cette formation. Et donc, on a fait ça pendant 2 ans, de 2003 à 2005. Chaque 3 mois, en cours, je revenais à Ouaga, à Bobo, et je donnais mon cours. Et je retrouvais les mêmes personnes. Et puis, j'ai fait ça pendant 2 ans et on a fait un parcours de 2 ans complet. Et je suis content d'ailleurs parce que beaucoup qui ont fait ça avec moi, maintenant ils sont, voilà, il y a Joseph Bamongo qui est conteur, il y a Bogo Bali qui est enseignant aux États-Unis de danse, il est devenu danseur, il y a Olivier, il y a beaucoup qui ont fait après de la carrière. Et en 2005, ma femme, qui était la même d'avant, elle a fini ses études aux États-Unis, elle a fait Sciences Po. Et quand elle a fini, elle a dit, je vais rentrer en Afrique. Comme ses racines sont assez éparpillées, j'ai dit, je propose le Burkina. Elle a dit, pourquoi pas. J'ai trouvé un tout petit projet et on est parti à Bobo. On est resté un peu à Bobo. Et puis, fatalement, Ouaga nous a... Théâtralement, en ce moment-là, Bobo était... C'est belle, Bobo, c'est magnifique à vivre, mais théâtralement, était vraiment un peu... Maintenant, ça monte, mais à ce temps-là, c'était un peu endormi. Or qu'à Ouaga, c'était magnifique. Dès que j'arrive, je me présente et puis je vais chez Bourou, Achille Bourou, et il me dit, mais attends, toi tu n'es pas encore allé chez Prosper et chez Gengane. Et moi qui à Milan, je faisais un peu l'alternative, je vais pas chez les grands, je dis non. Il dit, tu es bête, va. Donc je suis allé chez Prosper à la TB et j'ai proposé un cours, il a accepté, et puis j'ai vu Jean-Pierre aussi, et bon, avec Prosper n'a pas marché parce que, bon, moi j'avais proposé un cours et lui m'a proposé une paye de 1500 francs l'heure. À l'époque, c'était beaucoup ou non? Pas du tout. Non, en 2006 même, c'était pas beaucoup. 1500 l'heure. Donc, on est resté en très bonne relation, mais j'ai dit, écoutez, malheureusement, quand même, j'ai l'habitude de manger de temps en temps, donc c'est pas possible. Mais par contre, j'ai eu la chance, et j'ai fini, bon,
bref, on est venu ici pour quelques mois. Entre-temps, j'ai commencé à travailler à Gambidi. Là, c'était vraiment un coup de chance parce que Jean-Pierre Guingané avait, à ce temps-là, l'école était faite par atelier. Tu faisais 2 ans d'atelier et à la fin, tu avais un diplôme. Et l'enseignant de mouvement scénique avait donné forfait. Là, il me demande, mais toi, tu enseignes quoi? Je dis, je suis, ma formation, c'est Jacques Lecoq, c'est mouvement. Donc, lui, il s'en forme. En ce moment, il connaissait la femme de Jacques Lecoq qui était déjà décédée en ce temps-là. Donc, il appelle Faye Lecoq, qui m'avait connu. Il dit, oui, il est bon. Donc, je commence à enseigner. J'ai enseigné 3 semaines là. Et ce qui est intéressant, j'avais les Paul Zungrana, j'avais les Nongodo, les Hyacinthe. Et Jean-Pierre aime bien, il me propose de rentrer dans l'équipe. Et donc, petit à petit, je suis resté. Donc, en gros, en ramassant, on avait pensé de rester 5-6 mois. On a fait 18 ans. Waouh. Quel beau résumé. Ah oui, ça mérite d'être applaudi. C'est tout ça la force du Burkina Faso. Donc j'ai peur que ça me fait la même histoire. Bon, je serais content parce que je suis arrivé aussi pareil en 2019, juste pour venir voir. Et justement, on s'était croisés en 2019 pour le festival de théâtre Fitmo. Et regarde, 4 ans après, je suis entrepreneur ici. Bon, on verra où est-ce que ça va nous emmener ce rêve. Donc, 2008, c'est ça, c'est l'année où tu vas intégrer, on va dire, l'équipe de CFRA. 2006. 2006. Mais à partir de quel moment que Jean-Pierre va te proposer d'intégrer l'équipe et de monter tout de suite, il m'a proposé d'intégrer l'équipe pédagogique. Et comme moi, j'ai beaucoup aimé sa manière de faire, même si on n'avait pas les mêmes idées totalement. Mais on se comprenait sur des points fondamentaux. Il était difficile, Jean-Pierre Guingané. Justement, j'allais un peu t'interviewer sur cette question-là parce qu'on sait que le professeur Jean-Pierre perd son âme et qui était un professeur de philosophie, de lettres, donc qui aimait beaucoup de théâtre avec des mots, des longues tirades ou de belles répliques, si j'ose résumer un peu sa pensée. Et alors que toi, tu venais d'une formation avec Jacques Lecoq, on sait que cette école-là est beaucoup plus sur le mouvement, sur la mise en avant le corps, que le comédien puisse épuiser tout ce qu'il a comme élément d'abord qui est son corps. Comment t'as pu intégrer ça à l'école justement? Bon, j'ai fait une petite rectification parce que c'est vrai ce que tu dis sur Jean-Pierre, c'était un grand intellectuel qu'il était capable d'écrire des thèses de cette portée à 2 tomes et qui était professeur à la Sorbonne, grand responsable à l'UNESCO, vice-président de l'Institut international de théâtre et tout. Mais il a toujours continué à faire du théâtre, à écrire du théâtre et à s'asseoir dans la salle chaude de Gambidi avec ses petits et les amener. Alors, la génération de Jean-Pierre Guingané, c'est une génération charnière et très, très importante parce que Jean-Pierre est né, comme il disait, et il gardait les chèvres. Il gardait vraiment les chèvres. Il est né au village. Et comme il était très intelligent, surdoué quelque part, il a progressé à l'école et rapidement il a été pris, il a été formé avec un aide de l'autre, de Garango est passé à Ouaga, et puis il est devenu instituteur. En tant qu'instituteur, il est allé à Gawa, il est tombé amoureux de la culture lobby. Et puis, il a commencé sa carrière à l'UNESCO, dans les grands universitaires, jusqu'à devenir le professeur de classe extraordinaire, je sais pas comment on dit, de classe supérieure ou ce qu'il est. C'était lui qui peut dire que si je veux que toi, là, tu as 15 ans, tu es diplômé à l'université, ça passe. Parce que sa parole passait. D'ailleurs, ça nous a beaucoup aidé parce que quand en 2008, on est passé de la formation par étape à la formation continue, on avait, et on voulait avoir la reconnaissance universitaire, on avait, je sais pas, le prof de balaphone, c'est pas qu'il a licence universitaire, ni master, encore moins doctorat. Mais par contre, il connaît très bien son métier et il sait comment enseigner. Et avec la parole de Jean-Pierre Guingané, on a pu prendre, je sais pas, Blandine Yameogo,
qui, comme enseignante de danse, est magnifique. Mais là, elle aussi, je pense qu'elle a le diplôme d'école primaire ou quelque chose comme ça. Mais elle enseigne, et elle enseigne à l'université. Parce que Jean-Pierre dit, écoute, et donc il avait cette carrière-là. Mais lui, comme aussi les Sotigui Koviaté, comme aussi les Prosper Compaoré, ont vu les deux visages. Le visage de la culture traditionnelle rurale et le visage de la culture européenne, occidentale. Et dans les deux, ils étaient au top. Je prends par exemple l'exemple de Sotigui, encore plus exemplaire que Jean-Pierre, qui est griot du roi pour la culture mandingue, et il est comédien de Peter Brook pour la culture occidentale. Donc, il est au top ici et il est au top là-bas. Donc, eux, ils avaient ça. Les générations successives avec lesquelles j'ai travaillé plus encore qu'avec Jean-Pierre, ils sont souvent nés en ville. Donc, la quête de la culture traditionnelle, de référence, c'est un acte de volonté. Louable, mais c'est un acte de volonté. Or que pour la génération de Jean-Pierre, c'est évident. C'est venu seul. La première langue sans laquelle tu penses, c'est la langue de ton village. Après, il y a l'autre. Et donc, bon, pourquoi il a accepté aussi le mouvement? Bon, parce qu'il était intelligent, c'est tout. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça. Et justement, c'est intéressant. Tu vois que un professeur avec éminent professeur qui a pu développer le théâtre débat, qui était aussi un moyen d'aller à la rencontre des classes les plus bas ou bien les groupes les plus éloignés dans les villages. Donc, ça a été d'une part, ça témoigne d'une part sa volonté d'aller à la rencontre des autres formes ou des trucs un peu moins. Juste pour finir avec Jean-Pierre, il avait une chose que j'ai, parmi tout ce qu'il avait, il était capable de reconnaître le talent. Enfin, je porte un exemple tout simple, Safoura, qui maintenant est une des grandes comédiens de cabaret, qui est une des grandes comédiennes de référence du pays. Bon, son premier spectacle, il l'a fait avec moi. C'était La Musaraigne de Jean-Pierre Quincanet. Et quand j'ai recruté, j'ai fait l'audition. Bon, elle est passée, elle n'avait rien fait, elle avait fait quelques spectacles d'intervention sociale, c'était tout. Et je n'étais pas sûr. Je dis, professeur, et lui, il dit, prends-la. Elle a quelque chose. Et effectivement, elle est rentrée, elle a fait le spectacle, et après elle est partie en Algérie, elle est partie en Tunisie, le spectacle a fait un grand tour. Après, il a travaillé avec Bourou, et après, il a eu cette grande carrière qui l'a amené à être celle qu'il est. Jean-Pierre pouvait voir derrière l'artiste pour reconnaître, pour dénicher le talent. Tu vas commencer petit à petit à faire ta place dans le milieu du théâtre burkinabé, pour ne pas dire au Burkina Faso. Tu as expliqué ton parcours avec ce que tu as mené à Bobo. Et il y a j'aimerais bien qu'on s'accentue un petit peu sur ton passage au CITO, comme t'as parlé. Et comme on sait que si on parle du théâtre ici au Burkina Faso, comme on est en train de le dire là, on peut pas ne pas citer le centre culturel Espace Gambidi, on peut pas ne pas citer le théâtre Fraternité, on peut pas ne pas parler de l'école Sefrav, mais il est tout à fait aussi évident de s'arrêter à un moment donné sur le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, qui est le CITO. Quelle a été ton expérience avec le CITO? Alors, moi, je peux dire que je suis rentré dans le théâtre de haut niveau au Burkina à travers le CITO. Avant le CITO, j'avais fait un spectacle, Le Petit Prince, pour l'Institut français et l'école française. Mais le premier spectacle de professionnel que j'ai fait vraiment. C'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou? Ouais. Okay. En musical, en comédie musicale. Okay. Après, ça a marché. Et après, mon assistant qui était Noël Miongo a pris le spectacle et puis ça continue. Mais là, j'avais connu Hildevert Meda qui avait convaincu Dani Kouyaté de me prendre comme assistant dans Le Prodige de Nora. C'était un spectacle qui reprenait Ibsen et qui a été fait. Donc là, je suis rentré comme assistant. Après, j'étais assistant d'Hildevert et puis petit à petit, je commençais à m'insérer dans le CITO et j'ai fait mon premier spectacle à 2008, je pense.
c'était Le Fou de Jean-Pierre Guéganet. Et je suis particulièrement content parce que, bon, non seulement le spectacle c'était très bien passé, avec beaucoup de public, une belle critique, et puis il y avait tout ce qui, à ce temps-là, j'avais amené aussitôt et qui après ils ont fait leur carrière. Il y avait Gérard Ouedraogo, il y avait Minata Diéné, il y avait Noël Minungu, il y avait d'autres, Mamadi Nana et d'autres. Et non, Mamadi était déjà, mais il y a des jeunes qui Oliva aussi que j'ai amené. Et je suis particulièrement fier parce que le CITO m'avait pris, moi, pour monter un spectacle de Jean-Pierre, pour essayer de casser une sorte de bataille qui se faisait entre Jean-Pierre, d'un côté, de l'autre côté Prosper et le CITO. Et Jean-Pierre est venu à la première, il a adoré le spectacle. Et donc, moi, j'ai été un peu cette main, cette perche tendue de réconciliation entre le CITO, qui, en effet, c'était pas un petit changement parce que les Jean-Pierre et les Prosper fonctionnaient avec ce qu'on appelait à ce temps-là les troupes. Les troupes, c'était des compagnies dans lesquelles tu rentrais jeune, tu commençais à balayer le sol, après tu faisais des petits spectacles, après plus grand, et finalement tu avais le grand rôle. Donc tu appartenais à une troupe. Mais de contrepartie, la troupe te formait. Et donc, quand quelqu'un qui a été formé pendant des ans par une troupe va ailleurs travailler, ça s'était senti comme une trahison. Et le CITO qui n'avait pas une troupe, mais qui prenait les gens d'ici et de là, était vécu par les vieux comme un danger qui enlevait leur source. Maintenant, Jean-Pierre... Ouais. Un peu comme des pays occidentaux qui prennent les ressources, les talents purs. Ouais. C'était pour la blague. Ouais, non, mais c'est juste... Bon, c'était quand même une évolution... Mais quelque part, oui. Mais ça veut dire aussi que le comédien pouvait prendre 200 000 au lieu que prendre le 15 000 qu'il prenait dans la troupe. Donc ça aussi, c'était pas... Oui. Non, ben, si toi, aussi les moyens de payer. Mais Jean-Pierre, qui n'était pas naïf, il avait déjà compris ça. Et c'est pour ça qu'il a créé l'école. Parce qu'en 2008, son CEFRAV est devenu école. On l'a fait ensemble. Après, on en parlera. Et pourquoi tu fais une école si tu crois bêtement, laisse-moi dire, à la question de la troupe. La troupe n'a pas besoin d'une école. Or que le freelance et la compagnie a besoin d'une école. Donc lui, il a créé une école. Donc il a vu venir et il a préparé le futur. Donc CITO était un peu précurseur à cette idée de dire que au lieu d'avoir des troupes où on appartient à une seule, parce que quand tu es aussi dans une troupe, tu appartiens à une seule pensée, le pensée du metteur en scène ou bien les metteurs en scène avec qui tu travailles. Par contre, dans une école, c'est un ensemble d'intervenants qui peuvent venir issus de diverses formations, comme par exemple ton cas qui a été avec le coq, donc qui est arrivé ici au Burkina. Avant d'être au Burkina, tu avais une carrière de comédien et d'acteur aussi, parce qu'on te retrouve dans quelques projets de cinéma. Un peu. Je n'ai jamais pas fait trop de cinéma. J'ai fait quelques petites choses. J'ai même fait des publicités. J'en ai vu à la fois pour la télé, le cinéma et la radio. Ah ouais? Donc, ouais, pas trop. Après, bon, je sais pas si ton... Non, on peut en parler. Quand on tape Lucas Fouzi, on a beaucoup de... D'ailleurs, voici un réalisateur qui m'a pris pour un de ses beau film qu'il a fait. Donc tu vois, ça continue même ici. Donc, mais comment tu après tu vas passer être metteur en scène au Théâtre de la Fraternité. Moi, c'est comment tu fais cette transition, parce qu'on sait des fois c'est vrai, des fois c'est des joueurs de foot qui deviennent metteurs en scène, et le plus souvent il y a toujours cette confrontation entre être acteur qui a l'habitude de se faire diriger et de se retrouver maintenant à diriger les autres. Comment tu as pu faire cette transition en tant que metteur? Et surtout, tu es arrivé d'une culture différente. Oui. Alors, il faut dire que ma formation, ma formation qui part du corps pour arriver à l'interprétation et au jeu théâtral, aide beaucoup, parce que le corps est beaucoup plus universel que la parole. Au moins, au premier
degré. Donc, et en plus, dans la philosophie Lecoq, on cherche ce qu'on dit être le fond poétique commun. C'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce que te touche à toi et peut toucher aussi les autres. Parce que pour quelqu'un qui joue, la difficulté, c'est qu'il ne peut pas se regarder au miroir. Il doit savoir s'il est bien, s'il n'est pas bien, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment c'est en train d'aller, à partir de sensations qu'il a pendant qu'il fait. Parce que son outil de travail, c'est lui-même et ses émotions. Donc, toutes ses émotions, tout son corps sont en jeu et en même temps, il doit aussi guider. Donc, c'est ça une des difficultés. Oui. Et la capacité de sortir de sa carapace culturelle est très utile. Donc, quand je suis arrivé, j'ai commencé à enseigner ici, j'ai dû beaucoup nettoyer. Je me rappelle une des premières fois là, encore, c'était à Bobo. J'ai passé du temps à dire que, vous savez, le rideau rouge là, on l'utilise pas plus beaucoup que maintenant on utilise la scène circulaire, il y a le fer de cheval, il y a d'autres manières. Et après 20 minutes que je parlais, un type lève la main, il me dit, mais monsieur, mais c'est quoi exactement le rideau rouge? D'accord. Donc, revenons, parce qu'en tant qu'Européen, tu penses au théâtre, tu penses au rideau rouge. Ah ben. Maintenant, avec le théâtre d'intervention sociale, qui est celui qui a amené le théâtre dans ce pays, le rideau rouge, pratiquement, on l'a jamais vu. Donc, quelqu'un peut avoir même une expérience de 10 ans, 20 ans de travail, sans jamais avoir vu ou avoir entendu parler, peut-être entendu parler, oui, mais du rideau rouge. Donc, c'est des préconcepts qu'on a et que, donc, j'ai dû laver beaucoup. Et essayer, et même moi, ça m'a aidé beaucoup. Oui, ça t'a appris, toi aussi, sur... Oui, ça m'a fait comprendre, même dans la gestualité, par exemple, le geste, quand tu fais ça là, chez nous, ça veut dire ce que, au Burkina, on dirait ça. Ça veut dire, tu veux quoi? En Italie. Mais ici, ça veut dire manger. Donc, ça, c'est pas un geste universel. Ça, c'est un geste codé. Or, ça c'est un geste universel. Parce que quand tu es étonné par quelque chose et que tu as une dynamique interne qui t'amène à aller quelque part, ça, c'est appuyé sur quelque chose qui a un fond plus large. Pourquoi on est arrivé à dire ça? On est arrivé sur comment tu arrives à diriger en passant de... J'ai toujours aimé ces moments d'entretien où tu poses une question et on met 5 minutes à répondre et après on dit c'était quoi encore la question? C'est comment t'es passé. Bon, je vais simplifier. C'est comment t'es passé de acteur à metteur en scène? Ben là, j'avais déjà commencé à la mise en scène en Italie. Et d'abord, moi j'enseigne maintenant en Italie dans une grande école où il y a la filière jeu d'acteur, il y a aussi la filière mise en scène. Mais je ne suis pas convaincu qu'on peut enseigner la mise en scène. Je ne crois pas, au fond, qu'on puisse enseigner la mise en scène. La mise en scène, c'est avoir un concept, c'est être capable d'amener beaucoup de personnes autour d'un seul rêve qui est le tien. Et ça, tu peux pas l'enseigner. D'abord, il faut que tu ailles un rêve. Et après, il faut que tu regardes les vraies personnes. Ça change tellement. Oui, il y a des règles, bien sûr. Il y a des règles, il faut savoir qu'est-ce que c'est une lumière, il faut savoir comment on bouge, mais ça, on les apprend. Donc, du coup, moi, j'ai joué avec beaucoup de metteurs en scène qui n'ont jamais fait l'école de mise en scène. Et même les grands metteurs en scène que je considère, Streller, Peter Stein, ils n'ont pas fait des cours de mise en scène. Ils étaient comédiens ou bien ils étaient scénographes. Normalement, c'est entre les deux. Il y a des scénographes qui deviennent metteurs en scène et qui s'en foutent du jeu théâtral, mais ils vont vers l'esthétique, comme Aloubindine du Bénin. Non, voilà. Mais principalement, ça ne veut pas dire qu'il fait que ça, mais il est plus attentif à ça. Et il y a d'autres qui viennent du jeu théâtral. D'ailleurs, le jeu théâtral, pour moi, c'est la base de tout. Toi, tu ne peux pas être technicien de lumière si tu ne sais pas un peu qu'est-ce que ça veut dire être sur le plateau. Donc, moi, j'ai commencé avec des jeunes comme moi
qui ont accepté de se faire mettre en scène la première fois, et puis la deuxième, et puis la troisième, et puis quand je suis arrivé ici, j'avais déjà quelques mises en scène sur ma tête. Maintenant, pourquoi j'ai basculé complètement, parce que j'ai laissé presque le jeu, parce que je maîtrise pas la langue française. Ça veut dire que si je joue en italien, je peux te jouer avec l'accent de quelqu'un qui vient de la ville de Pérouse, peut-être des années 50, ou bien d'un petit bourgeois, ou bien d'un Milanais, ou bien d'un Florentin, voilà. Je reconnais et je sais reproduire quelque part, peut-être pas parfaitement, mais parce que ce sont des univers. Moi, je sais par exemple que entre le Moré de Ouaga et le Moré de Kupela, le Moré de Kupela est plus chantant. Mais moi, je sais pas le faire. Non. Et avec le français aussi, je parle ce français-là, donc je suis très fier parce que c'est un français avec accent non hexagonal. J'adore la France pour certaines choses, je la déteste pour d'autres. On est cousins, entre Italiens et Français, on s'aime, pas dans ce débat, c'est leur truc. Mais je me retrouve à jouer et puis je ne sais pas qu'est-ce que sort d'ici. Or que quand je travaille avec, quand je dirige, d'abord, je commence pas par la voix, mais par le corps. Et après, je fais confiance aux comédiens. Et après, je sais reconnaître. Parce que si j'entends un Sénégalais parler, moi, je sais qu'il parle sénégalais. Avec accent sénégalais. Mais je suis pas capable de le reproduire. Un Tchadien, il te dit 10 au lieu que 10. Moi, je sais qu'il dit 10 au lieu que 10. Mais moi, je ne sais pas le reproduire. Un Ivoirien, une Ivoirienne. Les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils mangent tout. Ils parlent sans... Mais bon, ça c'est le nouchi, c'est leur manière de faire. Donc, je le reconnais, mais je ne suis pas à l'aise. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé complètement. Pour un certain nombre d'années, je continuer à produire des spectacles ici et les amener en Italie. Après, la famille et tout, j'ai laissé. Et puis, on m'a volé 2 spectacles, donc ça, je suis devenu un peu aigre. On t'a volé 2 spectacles? Ouais. Pourquoi t'as pas porté plainte? Notre métier. Non, c'est des idées que j'avais partagées avec des collègues en Italie et ils étaient tout contents. Et puis, il y a un des deux, c'était sympa parce que, et non seulement je donne l'idée. Après, je viens d'ici avec une partie de la scénographie. Et puis, on participe à un concours, on perd. Après 1 an, il y a un journaliste qui m'appelle, un ami, il me dit, Lucas, tu sais, il y a tel et tel qui fait un spectacle sur ça, et ça. Il se dit, tiens, qui? Elle avait volé mon idée. Non seulement mon idée, mais ma scénographie aussi. J'ai dit, écoute, quand tu l'interviews, enfin, l'entretien là, il faut le demander si elle me connaît. Donc, malheureusement, tu n'avais pas écouté la chanson de Smarty. C'est sorti trop tard. Sinon, tu aurais entendu Ne parle pas de tes projets. Garde-les pour toi. Lucas, t'as un peu je sais pas si une réputation, mais ici à Ouaga Comedy Club, on a pas mal de Céphraviens qui travaillent avec nous et spécialement notre technicien en ce moment qui est élève avec toi et que justement, j'ai même pas besoin de finir, il a déjà fait le geste parce qu'il m'a dit de te poser cette question. À chaque fois qu'il revient, il est toujours épuisé. Donc parce que tu as la réputation de un metteur en scène très physique. Alors que je sais que j'ai travaillé avec 2-3 comédiens ici qui sont aussi très physiques. Donc, quelle est ta démarche pour arriver à un tel épuisement, ou est-ce que c'est pour toi une façon de se faire libérer le potentiel qui est dans le comédien en allant jusqu'au fond, jusqu'à l'épuisement? Non, alors, ils sont pas tout le temps épuisés. En ce moment, ils sont épuisés aussi parce que comme je suis pas là beaucoup, c'est intensif. Ça devient intensif. Et en plus, parce que on est sur un style qui est la tragédie, chœur, grec, etc., qui a tellement été mal faite avec des intellectualismes dedans que pour retrouver la chair, le sol, la terre, il faut forcément aller beaucoup au-delà. Il faut, bon, là, sur ce module-là spécifiquement, j'utilise
la fatigue pour effacer certains contrôles mentaux. Mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est vrai que, par contre, que j'exige une concentration. Et souvent, quand il y a 5 heures de cours et 10 minutes de pause après 2h30, quand tu arrives à la fin, tu es surtout dans une salle comme la nôtre, où tu as 45 degrés dedans. On connaît. Que même le ventilo, il fait trop chaud. Voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas le droit d'avoir pitié. D'ailleurs, moi, je suis avec eux. Je suis le plus fatigué de tous. Je le montre pas. Je le dirai pas parce qu'il y en a ici. Donc, mais je suis épuisé autant qu'eux. Mais c'est pas une question d'épuisement, c'est une question de savoir que, en plus, le travail de comédien, c'est souvent gardé comme quelque chose de simple, de facile que tout le monde peut faire. Mais c'est faux. C'est difficile, c'est dur. Et son corps, comme son imagination, si on l'entraîne pas, si on l'oblige pas à être vivante, elle s'endort. Je peux, avec mon pied, créer tout un cas ce soir. C'est parce que je sais que j'ai un pied. Si je ne savais pas, la plupart des gens, en effet, quand tu fais du théâtre physique, après, tu regardes le monde, tu as l'impression d'avoir affaire avec des handicapés. C'est-à-dire des gens que ne connaissent pas la potentialité de tout ce qu'ils ont. Et nous, on est obligé nous, par contre, on le sait, on le fait. Parce que, comme je dis souvent, quand tu es sur le plateau, tout communique. Si j'étais venu depuis le début et j'avais pris une attitude comme ça, j'aurais pu dire les mêmes choses que j'ai dit maintenant. Mais la soirée aurait été complètement différente. Tout simplement parce que mon épine dorsale, au lieu d'être là, est là. Donc, ici, c'est fermé, ici, ça sort, etc., etc. Si de là, par contre, j'étais carrément comme ça, alors, on aurait fait encore une autre soirée différente. On aurait vu un autre Italien sur le plateau. Et c'est question de petits centimètres de différence. Hein. Mais il faut le connaître. Parce que dans ma vie normale, même dans ton entretien, je n'y pense pas, je fais ce que je veux faire. Mais au moment du spectacle, chaque petit mouvement parle. Et donc, tu dois être conscient. Pour être conscient, il faut que un certain entraînement pour le découvrir. Mais la même chose, j'enseigne maintenant dans des conservatoires en Italie et on fait la même chose. Et je vois que même dans ces grandes écoles, il y a certaines qui ne maîtrisent pas ça. Et donc, ça épuise un peu. Mais normalement, en effet, c'est surtout ceux qui ont fait avec moi des modules qui sont épuisés. Sinon, si c'est quelque chose sur longueur, les premiers 2-3 semaines, tu te fatigues, ah ben ça va. Et j'ai toujours rigolé quand parfois les universitaires viennent intégrer les groupes. Et puis après 2 heures de travail physique, t'as les universitaires qui sont là. C'est vrai. Non, allons, on vient de commencer, c'est quoi? On y va. C'est aussi une habitude. Très bien. Alors, on va peut-être déjà passer le micro dans le public parce que je pense qu'il y en a pas mal qui ont envie de poser des questions. S'il y en a, n'hésitez pas à nous faire signe, comme ça on vous passe le micro. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? On a une main levée. Est-ce que Khalifa, tu peux venir faire tourner le micro? C'est le monsieur juste ici. Dites votre nom, s'il vous plaît, comme ça, et puis on peut savoir qui pose la question. Bonsoir, moi je m'appelle Alberto, je suis italien moi aussi. En tant qu'Italien ici, qui vit à Ouaga non plus, je serais très intéressé à comprendre la découverte en Italie maintenant de ce qu'est une découverte des différences et des ressemblances peut-être aussi. Ouais. Ça m'intéresse de le comprendre, de sortir des pâtes au placali. Ouais. Non, c'est une question effectivement très intéressante.
comme beaucoup d'émigrés ou d'immigrés qui partent et puis qui revient après 20 ans, parce que j'ai fait presque 20 ans, tu retrouves ton pays très changé. J'ai retrouvé mon pays très changé. Je dis mon pays quand je parle de l'Italie et je dis mon pays quand je parle de Burkina. Je suis un peu schizophrène. Et pour ce qui concerne le théâtre spécifiquement, ça, j'avais commencé à le comprendre déjà en travaillant ici avec l'école, avec des Européens. Il y a une qualité incroyable. Il y a des spectacles d'une qualité exceptionnelle avec des contenus, franchement, faibles. C'est le spectacle du petit. Yamba n'a pas encore fait son spectacle, mais quand il fera son premier spectacle, peut-être que qualitativement, ce ne sera pas la chose la plus importante. Il le fera parce qu'il a besoin de le faire. Il a besoin de dire quelque chose, de partager quelque chose, et il passe à travers le théâtre pour le dire. Peut-être ça vient aussi du fait que traditionnellement, l'art en Afrique de l'Ouest a toujours un sens social, et aussi du fait que être artiste est tellement compliqué que si tu n'as pas vraiment quelque chose à dire, tu laisses tomber. Mais la différence est flagrante. Flagrante le fait que il y a des beaux packaging, mais dedans, il n'y a pas grand-chose. Et ce que j'ai retrouvé aussi, c'est que quand tu parles de pâtes, je comprends ça très bien. En effet, ici, on le sait, de l'Europe, on nous a servi ici en Afrique la pacotille. Hein. Moi, une de mes batailles ici, c'était aussi de faire comprendre que Leonardo, c'est Leonardo da Vinci, non Leonardo DiCaprio. Je sais pas si c'est assez clair. Parce que l'Europe, c'est pas que Coca-Cola, c'est aussi des gens qui, autant qu'ici, ont compris la souffrance, les joies des autres et ont essayé de leur donner un sens. Et à ce niveau-là de profondeur, on peut se comprendre. Mais autant qu'ici, tout revient vers la surface, ce qui vient de l'Europe, et malheureusement, il faut faire un gros travail pour que aussi la tradition devienne comme ça. Autant de l'autre côté, c'est avancé, hein. C'est très avancé. Les gens courent, mais les gens courent pour ne pas penser. Et quand tu penses, tu as des gens très intelligents, mais qui ont des difficultés à faire des synthèses. C'est la synthèse est devenue. Ce qui est là, c'est la confusion entre synthèse et slogan. Moi, l'année passée, j'ai dit une chose, je ne sais pas si ça passe ici, mais moi, en tant qu'Italo-Burkinabé, ça m'a touché. Il y avait à Milan, c'est une des villes les plus riches du monde, petit. Et ça se tient sur la mode, quoi. Et chaque 2-3 mois, il y a le Fashion Week. C'est la semaine de la mode. Et je suis allé voir une amie qui exposait dans une salle. Et dans le bâtiment, à l'entrée du bâtiment, il y avait une grosse écriture qui disait « The future is a transparent playground ». Il signifie, comment on peut traduire, le futur est un parc giochi trasparente. Le futur, c'est là où les enfants vont jouer. On appelle comment ça? Un parc de divertissement transparent. Un parc transparent. C'est magnifique. Mais ce qui est plus magnifique encore, c'est future is the transparent playground. C'est la signification de ça qui est fort. Parce que ça ne signifie pertinemment rien. Mais rien. Tu peux passer des heures à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Mais ça sonne sérieux. Ça sonne vrai. Ça sonne sage. Ça sonne... mais ça veut rien dire. Et petit à petit, à fur d'entendre des paroles qui ressemblent à des vraies paroles, mais qui en effet ne sont rien. Bon, il y a du boulot quand même. Il y a beaucoup de boulot à faire là-bas et ici. Et un des objectifs que moi je me suis posé, c'est d'un côté
de faire profiter à l'Afrique un peu plus de l'Europe, vu que maintenant je suis là-bas, mais de l'autre aussi de faire profiter un peu l'Europe de l'Afrique. Parce que l'Europe a beaucoup à apprendre de l'Afrique. Moi, il y a quelques années, j'ai écrit un article sur un magasin de la coopération italienne. Et ils ont tout pris, tout ce que j'avais écrit, mais ils ont censuré une phrase. La phrase était, dans certains aspects, la qualité de vie au Burkina est meilleure qu'en Italie. C'est une phrase à laquelle je crois et ça a été censuré. Bon, c'est la coopération, il doit dire qu'ici ça vit mal, sinon on va couper. Non, je comprends. Mais il y a des valeurs, il y a un vivre ensemble que pourrait aider pas que l'Italie, le monde, je crois. Parce que le monde a oublié un peu certaines poses, certains regards, certains bagarres. Je suis d'accord avec toi sur cette question que l'Afrique, bien le Burkina, a beaucoup appris au monde entier. Mais le fait qu'on a un regard qui est juste avec ce qu'on nous rapporte, surtout sur les presses internationales, sur les infos, on n'a pas vraiment une idée objective sur comment ça se passe dans les sociétés et en Afrique. Je suis d'accord avec toi. On devrait, et je pense que le théâtre même peut apporter ça, parce que le fait que le théâtre traduit une part de la société, de comment il a un œil sur le regard qu'on peut, en fait, sur ce qui déroule dans la cité, donc, et c'est ça qui le remet vers les autres. Donc, je pense que les arts, la culture peut aussi montrer aux autres. Et puis, le théâtre te montre une chose, et Corneille était le roi de ça, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui a totalement raison. Il y a jamais quelqu'un qui a totalement tort. Le théâtre ne juge pas. Le théâtre constate. Il fait des constats. Et il te met en face. Et il parce te met en que face, c'est toi, tu regardes et tu t'identifies. Et une chose que le théâtre africain a comme force, je prends par exemple les textes d'Hildever avec qui j'ai travaillé beaucoup, le maestro Hildever Meda, à qui je dois beaucoup. Et ces textes ne sont jamais complets. Par exemple, on a fait, à un bon moment, c'était une commande, on avait besoin d'argent, mais on a fait une commande sur un spectacle sur la mortalité maternelle. Il n'y avait même pas une femme enceinte dans tout le spectacle. Même pas un bébé dans tout le spectacle. Mais toi, tu pouvais pas ne pas comprendre qu'on parlait de ça. Ça veut dire que mon spectacle, sans ton intelligence à toi, n'existe pas. Il y a une phrase que dernièrement j'ai lue, c'est un diaspora qui vit en Italie, bon, certains le connaissent, Amadou Tiantore. Maintenant vit en Italie. Et il a écrit un texte, le texte c'est comme ça, mais à un bon moment, il y a une chose toute petite que j'ai adorée. Il parle avec son grand-père, il dit que lui, il a rêvé un lion, le grand-père dit allons dans la savane lire le lion, bon. À un moment, ça ressort la question du petit qui dit, mais mon livre dit que c'est pas vrai. Et le grand-père dit, il ne dit pas que ton livre est nul, hein, il dit que ton livre a raison, que ton livre, le livre de manière générale, t'enseigne beaucoup de choses, mais il y a un problème, c'est que le livre ne te connaît pas. C'est cartésien la différence. Le livre ne te connaît pas. Dans la culture orale, si quelqu'un t'apporte la connaissance, il te l'apporte à toi, en conscience de cause de ce qui tu es. Et il te le dit pour toi. Le livre t'apporte la connaissance sans te connaître. Et le théâtre, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Et Jean Girardot, il a dit que le théâtre, ceux qui veulent comprendre au théâtre, ce sont ceux qui ne comprennent pas le théâtre. Alors, ceux qui veulent comprendre au théâtre, donc quand ils vont au théâtre, ce sont ceux qui ne comprennent pas le théâtre. Ah oui, c'est le non-dit, le laisser, le mystère, le vide.
C'est une partie fondamentale du théâtre. Parce qu'on a souvent, à la sortie d'une pièce de théâtre, des gens disent, j'ai pas compris ou j'aime pas, sans prendre le temps de dire, oui, c'est peut-être ça l'objectif du metteur en scène, que tu sois brouillé dans tes pensées et que ça va travailler pendant des heures, des jours, des années même avant de percevoir qu'est-ce qui a été dit. Et d'un coup, c'est pendant que tu vas confronter par cette réalité-là, ou bien que tu vas le voir, une scène qui va remonter et dire, c'était ça qu'on voulait dire. C'était de ça qu'on voulait parler. D'où cet effet de miroir. Donc, quand tu assistes à un personnage et que tu puisses voyager avec ce qu'il raconte, ce qu'il te dit, et encore plus ici qu'on a cette chance. Je sais pas si dans ta période ça a été ça, mais depuis que je suis arrivé au Burkina, je sens que toute cette question de proximité, ça a été déjà ça existe déjà dans le théâtre burkinabé, de proximité, donc de quatrième mur qui n'existe pas. Donc j'ai vu par exemple les théâtres en plein air, on se disposait comme on veut sur les mises en scène, par exemple aussitôt que j'ai vu pas mal de dispositions scénographiques différentes où des fois les spectateurs font partie prenante même sur la scène, comment déjà toutes ces barrières qui ont été montées ont déjà facilement effacé. Oui, mais ça fait déjà. Moi, je suis convaincu. Ça dit après Brecht qui te montre la machine théâtrale, etc. On l'a encore dans plein d'autres créations en Europe ou dans d'autres pays où on dispose scène, salle et puis au Burkina. Pourquoi pas? Mais la question, c'est que la chance ou la malchance, moi je pense que c'est la chance, c'est que le théâtre est arrivé fort au Burkina au moment où certaines habitudes théâtrales étaient un peu cassées. L'exemple du rideau, c'est un exemple classique. Qui fait que... mais en effet, moi, alors, sur la première chose que tu dis, quelqu'un qui sort d'un spectacle qui dit je n'ai rien compris, je pense que c'est de la torture. Et moi, je suis contre la torture. Si tu lis Shakespeare, chacun a son dû. Ouais. Moi, j'ai voulu comprendre la petite fable, j'ai eu ma petite fable. Moi, je veux comprendre la philosophie derrière, j'ai la philosophie. L'autre veut comprendre encore plus, il y a de la spiritualité. Mais mais le minimum, c'est le minimum d'être quelque chose d'agréable, bien fait. Ça veut dire l'artisanat. L'art, c'est de l'artisanat qui prend le vol, qui s'envole. Mais il faut l'artisanat d'abord. Ça veut dire il faut que ça soit digeste, il faut que ça soit quelque chose de compréhensible. Moi, c'est ma position. Après, il y en a qui décident que non. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit que je suis un peu pour un théâtre populaire. Le théâtre doit être compris par tout le monde. Après, chacun peut trouver plus, s'il veut. Et l'autre chose, c'est la question de faire du théâtre au-delà des conventions théâtrales historiques, disons. Alors, si la convention théâtrale historique, c'est que je parle avec mes bras qui ne bougent pas et avec ma voix totalement impeignée, moi, je suis contre. T'as tes mains, utilise-les si tu veux. Et qu'on est très gestuel ici, même dans la vie au quotidien. Donc, ça dépend. Si tu dois faire une scène où les gens sont comme ça. Mais le risque de ça, mais moi, je ne suis pas contre rompre il faut connaître d'abord les règles de la scène. Il faut connaître les conventions qui ont fonctionné jusqu'à hier. Parce que s'ils ont fonctionné pendant des siècles, quand même, ça veut dire que on donne pas d'eau au public. Après, moi, j'ai vu des spectacles où on donne d'eau au public, mais sciemment, en sachant que si tu donnes d'eau au public, ça même, tu donnes une impression spéciale que tu ne donnerais pas si tu donnes pas d'eau. Donc, on peut briser les règles, mais il faut d'abord les connaître. Et deuxièmement, il faut pas s'en faire une mode. Parce que je me rappelle quand il y avait la grande mode, qu'on descendait toujours dans le public et finir le spectacle dans le public. Moi, j'ai fini des spectacles dans le public parce que le spectacle avait ce sens-là. Mais quand c'est devenu une mode, moi, j'en supportais plus. Ici, heureusement, ce n'est pas trop venu, mais de l'autre côté, à un bon moment, on devait se dénuder en public. Donc, voilà, à un bon moment, les braguettes sont parties. Je ne dis pas que le nu est... Moi, j'ai vu des nus en scène
qui étaient nécessaires. J'en ai vu deux. Alors, un, c'était La Résistible ascente de Arturo Ui de Brecht, mise en scène par Heiner Müller. Donc, le type était un nazi, habillé en nazi. À un bon moment, il se déshabille, petit à petit, et il reste complètement nu. Mais nu ou habillé, c'était un nazi. Tu voyais pas un homme nu, tu voyais un nazi. Donc ça, c'est vrai que tu allais peut-être au-delà de ce que certains pourraient accepter comme acceptable au théâtre. Mais putain. Et l'autre, c'était un roi qui était humilié et après attaché par les pieds. Et c'était nu. Ça aussi, c'était violent. Le symbolisme est très fort. Le symbolisme était très fort, mais tu ne vas pas là mesurer son zizi parce que t'es dans autre chose. Ouais. Par contre, quand tu vois le troisième qui s'enlève le culotte parce que le metteur en scène n'a pas eu une idée meilleure pour garder l'attention du public. Donc les modes sont dangereuses. Or que, si tu as besoin de quelque chose, fais-le. Prends ta responsabilité. On se retourne vers le public. Est-ce qu'il y a une deuxième question dans le public? Il y a une question et une main levée. Khalifa, est-ce que tu peux passer le micro? Et moi, c'est Sondo Maxime, un de vos étudiants à GAC. Oui. Moi, ma question, c'est durant de votre arrivée jusqu'à maintenant, quelle appréciation faites-vous du théâtre burkinabé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a régressé? Et puis, pour finir, quel projet vous a marqué le plus? Merci. Merci beaucoup. Alors, j'arrive. Je finis par contre une chose. Mais si je fais un spectacle et je sais qu'il aura une explosion retardée, chose qui est possible. Souvent, c'est comme ça. Tu apprends, le spectateur a reçu quelque chose, mais il ne l'a pas tout de suite. C'est après. Mais Molière disait que la comédie est plus forte que la tragédie parce que dans la tragédie, tu pleures et tu oublies tout. Or que dans la comédie, tu ris. Ça rentre dans ta bouche. Tu rentres à la maison et ce que tu as dans la bouche, petit à petit, ça éclate. Et même dans l'école, c'est la même chose. Il y a des choses que eux ils font, ils savent pas pourquoi. Et j'ai des étudiants qui, après des années, ils viennent dire, mais monsieur Louga, mais là, c'était à cause dit oui. Je viens maintenant. Le théâtre, entre 2005 et 2024, a énormément évolué. Énormément évolué en qualité, en compétences, en nombre de personnes qui font du théâtre. Je parle du théâtre d'art, disons, du théâtre d'auteur. Sinon, il y a toujours eu beaucoup, et je trouve ça fondamental qu'il y ait encore beaucoup qui font du théâtre d'intervention sociale, du théâtre de forum, du théâtre de base, du théâtre de communauté. Ça, c'est bien. Mais sous ce qui est un peu le théâtre un peu d'auteur, il y a plus de compétences et il y a eu le CITO qui a eu un impact énorme, qui a rendu le professionnalisme, qui a porté le professionnalisme du théâtre beaucoup en avant. Il y a eu sûrement Bourou aussi, avec son exemple de compagnie, qui d'ailleurs a créé les Odile Sankara, a créé les Serge Mekoulibaly, les Seydou Boro, beaucoup. Et il y a eu les récréatrales. Qu'on aime ou pas les récréatrales et ses fondateurs, on doit le reconnaître qu'ils ont changé le visage. C'est l'un des héritages du Burkina Faso aussi. Hein. Ouais. Moi, avant même de venir au Burkina, j'entendais parler du récréatral comme forme de théâtre très originale. Oui. Et le récréatral, d'ailleurs, porte quoi? Une spécificité du Burkina Faso, c'est que le Burkina fait du théâtre principalement pour un public local. Il y a d'autres pays qui font de grands théâtres, mais qui font du théâtre pour Congo-Brazzaville, ils font des grands théâtres. Et puis ils vont à Avignon, et puis ils vont au Canada, et puis ils vont... Et s'ils le font dans le village d'à côté, les gens disent « Ah,
Parce que c'est pas pour eux. Le théâtre doit, souvent, quand tu fais du théâtre, tu dois considérer quel public tu as devant. C'est normal. Parce qu'il y a des codes aussi. Le théâtre burkinabé fait du théâtre. C'est pour ça que les étudiants de l'INSAC de la Côte d'Ivoire, quand ils veulent tester un spectacle, ils viennent faire une tournée ici. Une tournée avec des publics normaux. Mais ils savent que si ça marche pas, il faut qu'ils changent. Si ça marche, ça veut dire qu'ils ont connu. Et le récréatral crée ce maillot entre une production principalement locale, comme celle du CITO par exemple, ou du FITMO, ou d'autres spectacles, et l'international. Donc, c'est très important. Et puis, bien sûr, et ici, je mets il y a l'école internationale de théâtre Jean-Pierre Guinganet, qui dans son travail, depuis 2008 jusqu'à maintenant, a quand même formé des générations désormais de comédiens, pas que notre école, il y a d'autres qui se sont formés différemment, mais quand même, il a posé une barre. Maintenant, si tu veux faire du théâtre, sache que eux, ils sont bons. Voilà. Donc, si tu veux faire et tu veux compétir avec eux, il faut être bon aussi. Donc, c'est un travail. Mais ce que j'aime, c'est que cette évolution qui est évidente. Moi, l'année passée, quand je suis rentré à Milan, en Italie, le plus grand théâtre italien, qui est le Piccolo Théâtre de Milan, faisait un festival international. Et dans une trentaine de spectacles qui venaient du monde entier, il y avait 2 Burkinabés. 2 sur 30 du monde entier. Donc, ça veut dire que on fait du théâtre. Et il y avait du théâtre avec Aristide, et il y avait de la danse avec Serge Aimé Coulibaly, qui vient du théâtre. Donc, l'évolution est évidente, est claire. Maintenant, tu as toute une génération qui est capable de prendre une œuvre, se confronter de pair à pair avec l'œuvre et la mettre sur scène. Il y a 20 ans, c'était pas trop ça. Il y avait des génies, il y avait des gens très forts, mais il n'y avait pas cette pépinière de base qui oblige. Moi, j'ai toujours dit, moi, je n'aimerais jamais être un baobab seul dans le désert. Je veux être un arbre dans la forêt, bien sûr, le plus grand. Un arbre dans la forêt. Comme ça, si je penche un peu, les arbres qui sont à côté, ils m'aident à rester. Et de l'autre côté, si je ne continue pas à pousser, les autres vont me manger. Donc, il faut que les petits soient plus forts que moi, qu'ils essayent d'être plus forts que moi. Comme ça, je vais encore en avant. Jusqu'à quand je peux. Et quand je ne peux plus, je les laisse passer. Et, attends, mais une chose, juste pour finir, une chose qui a permis, et ça, c'est que il y a une vraie mouvance théâtrale. C'est-à-dire, moi, je ne peux jamais dire que moi, j'ai fait le théâtre de Burkina. Non, moi, j'étais un qui a été accepté par un mouvement de personnes, d'actions, d'activités. Et il y en a ici dans la salle aujourd'hui qui veulent penser qu'est-ce que c'est le théâtre, qu'est-ce que c'est le théâtre pour le Burkina, qu'est-ce que c'est le théâtre pour l'Afrique, qu'est-ce que c'est le théâtre pour le monde, comment on va revoir et c'est pas une seule personne. Marbaya fait son boulot dans ça. C'est pour ça que, au fond, au Burkina, il n'y a pas vraiment une compétition. Il y a une compétition, bien sûr, mais pas trop. Parce que nous tous, nous savons que si Marbaya, ça que je dis par exemple, fait un bon spectacle, c'est bien. Je vais regarder, je copie quelque chose, j'avance de l'autre côté. Et puis quand j'arrive quelque part, elles ont déjà ouvert la voie et on fait l'un pour l'autre. Donc il y a et ce qu'il faut pas perdre, parce que ça c'est le risque tout le temps, c'est cette idée qu'on peut s'aimer, on peut pas s'aimer, mais on est ensemble en train de développer tout un secteur. La deuxième partie de sa question, c'était quel projet qui t'a marqué le plus? L'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guinganet. Voilà, il y a des C20 qui rigolent petit à petit. Le temps nous fait la guerre, on avance doucement vers la fin. On prendra peut-être 2 questions encore dans la salle on prendra les 2 questions de suite. S'il y a des gens qui veulent poser des questions. Là, il y a des timides un petit peu? Non? Ok. Il y a une question ici. Et s'il y a une deuxième personne, comme ça, on prend les 2 questions en même temps.
Merci. Moi, c'est Madi Toubanga Bonaventure, artiste, comédien, entrepreneur culturel. Je viens du Tchad. Pour moi, ça serait plus un témoignage, pas une question. Donc, je fais partie de la première promotion de l'école performante Jean-Pierre Guingané, où j'ai eu vraiment aussi à me confronter et apprendre. Et je pense que pour ma formation, il y a des choses que j'avais pas compris dès le départ, parce que je quittais mon pays, le Tchad, en voie de guerre, pour venir ici, se confronter et apprendre une autre nouvelle vie. Donc, je rencontre d'abord un pays qui a forgé ma conscience citoyenne et artistique, tant sur le plan humain. Et je pense que le fait de rencontrer Luca comme professeur était d'abord un humain qui a rassemblé les jeunes auprès de lui et les a mis dans une dimension à être prêts. En fait, on nous a formés d'abord comme des soldats. Affronter tout avec poésie, avec amour et être présent, être constant. Moi, mon expérience, parce qu'il y a des choses que j'avais pas compris, mais si aujourd'hui j'arrive à poser des petites choses, soit-elles, à travers même à l'international, j'ai eu la chance de diriger, coordonner le projet Les Praticables au Mali, c'est parce qu'avec les petits outils qu'on a eu au CEFRAV, on a touché à tout. Jusqu'à ce qu'on nous a imposé même le dimanche à faire le cours de Tai Chi, à faire des rencontres professionnelles qu'on ne connaissait pas, on t'appelle à 22h et un professionnel qui est en train de faire un filage et tu as le droit d'être là. Et franchement, pour moi, ça a été une vraie école. Et c'est l'occasion aussi de dire merci à Luca. C'est pourquoi je suis de passage et j'ai vu que ça se passait et j'ai tenu à être là. Voilà, merci. Waouh. Quel beau témoignage. Je rougis. Merci beaucoup. Mais je vais peut-être dire quelque chose sur ça. Parce que je trouve que moi j'essaye de faire ma part des choses. Mais la chose que je fais, pour moi, la chose la plus importante avec un étudiant, ce n'est pas forcément qu'il a eu la meilleure technique du monde. Parce que la technique, on peut toujours mais qu'il ait touché au moins une fois, 2 fois, 3 fois la vraie qualité. Parce que je pense que si tu as touché la vraie qualité, si tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet art-là, et puis tu décides sciemment de ne pas vouloir le faire, tu as le droit de le faire. Mais au moins que tu l'aies touché. Après, c'est ta conscience, toi, et pas... On a une autre question ou un témoignage? Ah, c'est c'est la gérante de Ouaga Comedy Club, donc une ancienne CEFRAV du CEFRAV aussi. Va se manger. Oui, bonsoir. Je suis Afissata Koulibaly, artiste comédienne. Et voilà, grâce à Monsieur Luca, parce qu'il a été mon professeur à l'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané. Donc, je tiens d'abord à dire merci beaucoup. Voilà, j'ai été vraiment chanceuse d'avoir Monsieur Luca Fouzi comme professeur, parce que tout ce que je sais aujourd'hui, que je peux faire aujourd'hui en termes au cinéma, au théâtre et tout, c'est grâce à lui. Parce que j'ai vraiment suivi les cours, souvent même, en fait, à un moment, souvent quand je pense à quelque chose, quand quelqu'un pose une question, je connais déjà la réponse que lui, il va donner. Parce que j'ai tellement suivi et appris tellement ce qu'il a fait que, en tout cas, je peux dire que j'ai appris tout ce qu'il a eu à donner au CEFRA pendant ces années-là que j'étais là-bas. J'ai tout capté et aujourd'hui, ça me sert de quelque chose. Et je suis fière de dire que je suis comédienne parce que partout là où je passe pour aller montrer ce que je sais faire parmi 10 personnes, un casting, les gens savent toujours que celle-là, elle a quelque chose. Et tout ça, c'est grâce à lui. Ça, c'est un témoignage. Maintenant, la question. Parce que moi, quand j'ai appris que, voilà, Luca est en train de partir en Italie, j'ai vraiment eu un pincement au cœur. Parce que l'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané, je me demande qu'est-ce qu'il sera sans Monsieur Luca. Donc, pendant toutes ces années qu'il a été ici, qu'il a formé les générations, j'aimerais savoir, est-ce que il a pris le soin de laisser un héritage, de laisser quelqu'un, bon, je sais pas, qu'est-ce qu'il pense de l'avenir de ses frères sans lui? Voilà, parce que moi, j'ai été formée, j'ai appris, mais j'ai pas reçu
une transmission qui dit tu peux enseigner. Je ne vais pas dire que je peux enseigner au CEFRAF, voilà, mais j'ai quand même des choses que je peux utiliser. Donc cette question, c'est qu'est-ce que le CEFRAF va devenir sans Monsieur Lucas? Ça me travaille tout le temps, voilà. En résumé, est-ce que tu as laissé ton petit cahier de notes? Non, il a été toujours difficile, là, même à l'école. C'est une étudiante cauchemar. C'est les meilleures, hein, normalement. C'est parce qu'elles sont vivantes. Mais voilà, c'était pas simple. Et c'est sa force même d'être elle-même et de se confronter avec les choses. Bah. Est-ce que quand je suis venu ici, je savais que j'aurais ouvert une école à la Jean-Pierre Gagarin? Je ne savais pas. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours laissé la porte ouverte. Ça, c'est un. Et que j'ai toujours espéré d'avoir quelqu'un qui vient me demander. Mais qu'il n'y a pas eu beaucoup qui sont venus me demander. Et ça, effectivement, c'est vrai. Je sais pas. Normalement, j'aurais voulu. Je suis parti pour plusieurs raisons. Pas du tout parce que j'en avais marre avec l'école, non. Ni je n'avais marre avec le Burkina. C'est vrai que c'est devenu beaucoup plus compliqué par rapport au 2005. Mais j'adore le pays et je ne fuis pas du pays. Mais bon, j'ai une famille aussi là-bas. Et donc, je dois m'occuper aussi. Et puis, il y a des phases dans la vie et il y a des phases aussi donc, la phase où j'étais complètement consacré au théâtre burkinabé, c'est passé. Donc, je suis encore avec le théâtre burkinabé et l'école, mais ce n'est plus ma priorité numéro 1. C'est une de mes priorités. Qu'est-ce que va devenir? Bonne question. Moi, j'espérais que avec cette promotion, il y aurait eu quelque chose de plus. J'ai quelqu'un qui me suit, j'ai quelqu'un qui peut logistiquement suivre toute l'école en ce moment-là. Ça existe, avec personne. Maintenant, pour le contenu, l'école n'était pas Luca Fusi. Moi, je tenais le cours principal, si vous voulez, mais il y a 24 cours différents. Chaque année, il y a au moins plus. Parce que chaque semestre, il y a 7, 8 cours. Certains se répètent avec niveau 1, niveau 2, mais il y a une trentaine de profs qui interviennent. Et ces profs, ils sont désormais des profs qui sont attachés à l'école et qui peuvent aller. Et donc, il y a une structure pédagogique qui a montré. Donc, même en partant dans ces 2 ans, j'ai pu profiter de cette structure pédagogique et la faire marcher. Et essayer de la faire comprendre à quelqu'un d'autre. Maintenant, un des problèmes de ce genre de situation, c'est que quand tout le monde dit, en tout cas, c'est son affaire, lui, il va s'en occuper, il n'y a pas d'autre qui vient. En plus, en 3 ans, tu peux pas faire 3 ans plus l'année pédagogique. C'est difficile. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre mes étudiants qui peuvent enseigner. Beaucoup, y compris à FISA. Mais honnêtement, il n'y a pas un qui peut gérer la structure pédagogique d'une école. Il y en a un qui peut un peu. Parce que, c'est vrai. Donc, l'idée, c'est que moi, j'aurais voulu abandonner la direction cette année avec la 3e, parce que c'est 1, 2, 3 ans, et puis on recommence 1, 2, 3 ans, et puis on recommence 1, 2, 3 ans. Donc, cette année, maintenant, c'est la 3e année, l'année finale de la 6e promotion. Ils vont faire leur spectacle final avec Aristide Tarnagra, et puis ils seront libérés. Et on va recruter. Maintenant, pour moi, ça finissait là. Mais j'ai vu que malheureusement, c'est pas encore prêt. Et donc, je pense que ce que je vais essayer de faire, tout en sachant que s'insérer dans tout un nouvel environnement que je dois faire de l'autre côté, c'est pas si simple. Surtout quand tu n'es pas prêt à faire trop de compromis. Mais je pense que la prochaine promotion, ce sera une promotion de passage. Une promotion qui va créer la nouvelle forme du CEFRAF. Cela dit, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ça va mourir. L'UNEDO est mort, d'autres écoles sont mortes, et vous n'êtes pas mort. La GAC n'est pas mort, quand même. On a beaucoup travaillé aussi avec la GAC.
et ça va naître ailleurs et différemment. Donc, on essaye de voir si on peut faire ça, mais entre-temps, il y a combien d'autres écoles qui se sont créées entre-temps? On verra, on est curieux. La chose intéressante de faire l'art, c'est que ça t'aide un peu dans la vie. Moi, par exemple, en ce moment-là, avec eux, après-demain, j'ai une restitution. Si je dois être honnête, ferme les oreilles un moment, je n'ai aucune idée. J'ai eu un espoir, j'ai une idée, j'ai une senteur que ça puisse aller. Mais le dernier spectacle qui a été une bombe, qui a fait là, mais à 2 semaines de la première, on n'avait pas le texte. On n'avait presque rien de monté, on avait fait. Et puis la vie est plus grande que nous, et la vie est plus grande que nos idées. Et je vois les yeux de mes étudiants et je dis, bon, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Tu me fais penser à ces mots de Louis Jouvet, qui disait que le théâtre, c'est un grand désordre. Et il va falloir, si tu veux faire du théâtre, à commencer par faire l'éloge du désordre. À t'entendre, j'ai l'impression que tu es un metteur en scène du désordre. À t'entendre, j'ai l'impression que tu es un metteur en scène du désordre. Malgré moi. Maintenant, je le fais moins. Mais surtout, mes premières mises en scène, avant de commencer, moi, j'avais toute la mise en scène dans la tête. Toute. Je ne la faisais jamais comme je l'avais imaginé. Finalement, ce n'était jamais ce que j'avais pensé. Mais ça me servait pour me calmer. Parce qu'en effet, c'est un équilibre difficile. Le désordre seul ne suffit pas. L'ordre seul ne suffit pas. Il faut l'un et l'autre. Jacques Lecoq, à qui je dois beaucoup, il fait l'exemple de la démarche. Quand tu marches, tu as besoin de déséquilibre pour avancer. Ouais. Mais après, si après le déséquilibre, il n'y a pas l'équilibre pour rester debout, tu tombes. Mais si après l'équilibre, il n'y a pas le déséquilibre, tu restes et tu ne marches pas. Pour avancer, tu as besoin du déséquilibre et de l'équilibre. Du déséquilibre et de l'équilibre. C'est pour ça que aussi dans l'école et aussi dans mes mises en scène, il y a des moments de grande liberté, il y a des moments de peut-être même casser la limite, mais d'abord, il faut l'avoir. Le texte, c'est un exemple, et là, je ferme peut-être. Le texte, c'est un exemple clair. Ça veut dire, toi, tu dois dire exact. Et ça, je dis ça devant Afissa exprès. Parce qu'elle change tout le temps les lignes. Tu dois dire exactement les mots qui sont dans le texte. Mais dire exactement ce mot veut dire prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi l'auteur a écrit ce mot-là. L'exemple que je donne souvent. Pourquoi toi, tu peux dire soupe. Tu peux dire potage. Tu peux dire, mais les deux sont la même chose. Non. Ce sont deux choses différentes. Et l'auteur a choisi d'écrire ça au lieu que ça. Qu'est-ce que l'auteur voulait? Qu'est-ce qu'était le rêve de l'auteur? Et comme l'auteur même, dans son texte même, est arrivé à donner une forme impossible d'une folie qui était plus grande, sûrement, d'une image qui était plus grande sûrement que de ces mots. Mais ces mots évoquent. Alors, comme toi aussi, tu dois t'évoquer de ça, passer à travers la rigueur de dire exactement ce monde, ces mots t'ouvrent à l'univers de créativité de celui qui l'a écrite. Et ça, c'est une rencontre humaine extraordinaire. Mais il a besoin de ta rigueur et de ta liberté. Quel beau moyen de mettre un terme à ce podcast. Ce soir, je rappelle que nous avons comme invité le metteur en scène Luca Fusi, qui est d'origine italienne et qui est arrivé au Burkina Faso en 2005 à Bobo et qui est tombé en 2005 à Ouaga, 2003 à Bobo, et qui est tombé amoureux du théâtre burkinabé et qui a travaillé pendant plus de 18 ans ici, avec une trentaine d'années d'expérience, plus même dans le théâtre, et à la fois ici et en Italie. Malheureusement, ça fait 2 ans qu'il nous a quittés au Burkina Faso, après avoir construit ensemble de concert avec le professeur Jean-Pierre Gingani et bien d'autres,
l'école CEFRAV. Il nous quitte et ce soir, on était heureux de l'accueillir pour discuter avec lui du théâtre, de son parcours et quel a été aussi le bonheur d'accueillir dans cette salle des anciens élèves. On a écouté pas mal de témoignages autour de son travail, des Italiens qui sont aussi au Burkina, qui sont venus demander des conseils pour savoir comment s'adapter peut-être ou comment comprendre la vie d'ici et la vie de quelqu'un qui est de retour après 18 ans. Et merci à vous, merci d'être là, merci à ceux qui étaient sur le live, merci à ceux qui vont écouter ce podcast. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci Lucas et à bientôt. Merci à vous. Dans le secret, en silence jusqu'au